Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Nous irons à Montréal pour débuter cette édition où se déroule actuellement la COP15 de la biodiversité. Quels sont les enjeux de ce rendez-vous? Quel rôle la principauté peut y jouer? Nous rejoindrons sur place le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Céline Caron. L'AS Monaco Basket face à un mur. La Roca Team s'est inclinée hier soir face à Barcelone en Euroleague 63-69. Résumé à suivre dans quelques instants. Puis nous reviendrons sur l'une des performances sportives de l'année. En 2022, le cycliste monégasque Victor Langelotti est devenu le premier monégasque à décrocher un succès chez les professionnels. Il a été mis à l'honneur hier en présence du prince Albert II. Nous parlerons également philosophie dans ce journal avec l'écrivain et psychanalyste Sarah Chiche. Elle était l'invitée des rencontres philosophiques de Monaco pour aborder le thème de l'amour fou, un vaste débat. Et à la fin de ce JT, revivez la représentation d'Igra lors du Monaco Dance Forum, un spectacle qui fait écho à la pièce Jeu de Nijinsky. Il y a un peu plus d'un mois, la COP27 mobilisait les décideurs politiques pour lutter contre les changements climatiques. Un rendez-vous qui avait lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte. Aujourd'hui, c'est à Montréal que les délégués de plus de 190 pays se retrouvent pour la COP15 de la biodiversité. Une délégation monégasque est sur place pour participer aux négociations et faire entendre la voix de la principauté. Avant de retrouver en duplex le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Céline Caron, rejoignons Alexandra Pagny à Montréal. Alexandra, quels sont les enjeux de ce rendez-vous ? Oui, cette COP15 est décrite comme la COP de la décennie. Elle doit fixer de nouveaux objectifs au niveau mondial pour enrayer la perte de biodiversité à l'horizon 2030. On le rappelle, elle s'est tenue en deux étapes. Une première partie en octobre 2021 en Chine, mais de manière virtuelle, qui a notamment abouti à l'adoption de la déclaration de Kunming avec 17 engagements pour la biodiversité. Cette seconde partie se déroule ici à Montréal, compte tenu de la situation sanitaire en Chine, mais toujours sous la présidence chinoise. We have 1 week left. We have to achieve the ambition. We have to achieve the framework. We have a lot of difficulties, especially for some of the difficulties we have met, for some of the complex topics we had in the later phase, especially how to achieve the target, to have the balance and ambition to be achievable. So we have a lot of big gaps. Près de 15 000 personnes sont attendues à Montréal jusqu'au 19 décembre. Au cœur de ces négociations, 4 grands objectifs: la réduction des menaces à la biodiversité, la conservation et l'utilisation durable des ressources, l'accès et partage des avantages issus des ressources génétiques et finalement les moyens de mise en œuvre du cadre mondial. What is at stake is nothing less than the future of human well-being and the future of life in harmony with nature. We need these negotiations to produce and to halt the loss of biodiversity and set us on a path to recovery. Une COP15 très attendue qui doit permettre l'adoption de ce nouveau cadre stratégique mondial pour la biodiversité d'ici 2030. Ce cadre succédera aux objectifs d'Aichi de la COP10 de 2010, dont les objectifs n'ont été que partiellement atteints. Merci Alexandra. Et pour compléter ce que vous venez de dire et aborder encore plus en détail cette COP15 de la biodiversité, nous sommes avec le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Bonsoir Céline Caron. Bonsoir Émilie. Vous êtes actuellement à Montréal pour ce rendez-vous. On vient de l'entendre avec Alexandra Pagny, l'adoption de ce nouveau cadre mondial pour la biodiversité est l'enjeu majeur de cette COP15. Oui, c'est l'enjeu majeur puisqu'il faut l'admettre, les objectifs d'Haïti à 2020, 2010, 2020 n'ont pas été atteints. Donc la pression est très forte sur cette COP15 pour que l'ensemble des parties fixent de nouveaux objectifs qui soient réalisables, atteignables et qui soient surtout ambitieux à la hauteur de la perte de biodiversité que nous constatons tous les jours un peu plus malheureusement. Certains points ont déjà été adoptés, d'autres restent encore à discuter.
Oui, les négociations sont difficiles, tendues, comme souvent dans ces négociations internationales. Il faut quand même remarquer que certains points ont pu faire l'objet d'un consensus, notamment des points sur le respect de la biodiversité marine et côtière, qui est un point important également pour la principauté. Donc il faut rester optimiste et continuer nos travaux de négociation pendant tout le reste de la COP. C'est votre sentiment sur place, vous qui avez pu prendre le pouls de cet événement ? Mon sentiment sur place, c'est que la tension est forte parce que les enjeux sont forts, parce qu'il nous faut être ambitieux, qu'il y a aujourd'hui un clivage entre deux blocs en fait, de pays. Les pays développés qui attendent des objectifs forts, à la fois parce qu'on leur demande de financer ces réalisations, et les objectifs en voie de développement qui, à l'instar de ce qu'on a pu vivre sur la COP27 pour le climat, considèrent qu'en fait les pays doivent mettre à disposition les crédits. Donc on a des crédits de financement. Donc on a effectivement ce clivage entre les deux blocs, pays en voie de développement, pays développés. Mais je reste confiante sur le fait qu'ensemble, des objectifs forts pourront être fixés. Ils répondront forcément aux attentes des pays développés. Et de ce fait, les pays développés pourront mettre en face les financements qu'attendent les pays en voie de développement. C'est effectivement tendu, l'objectif est important. Céline Caron, cette COP15 est l'occasion de rappeler l'attachement de la principauté à la préservation de la biodiversité, tant marine que terrestre. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la COP15, elle doit se conclure sur la définition d'un cadre mondial pour la biodiversité avec des objectifs forts à horizon 2030. Et la principauté prône l'objectif 30-30-30. Donc, qu'est-ce qu'est cet objectif ? 30% de préservation de la biodiversité terrestre doit être atteint, 30% de la biodiversité marine, et tout cela à horizon 2030, donc le 3 x 30. Et c'est effectivement ce que la principauté va plaider, parce qu'elle y est fortement attachée, parce qu'elle-même elle a déposé ses objectifs de biodiversité sur le territoire, et nous essaierons avec les équipes et avec l'ensemble du gouvernement d'incarner cet engagement fort international sur notre territoire en principauté. Et on le rappelle, la biodiversité a un rôle important à jouer face aux effets du changement climatique. Oui, tout à fait. Donc le rapport du GIEC l'avait déjà signalé. Biodiversité et changement climatique, les deux sont interconnectés. Nous ne pouvons pas, le changement climatique, il est là et on ne va pas inverser la tendance. Par contre, ce qu'on pourra inverser, c'est apporter des solutions. Et les solutions par la nature sont celles qui pourront nous préserver et qui pourront apporter des solutions durables pour lutter contre ce changement climatique et ses aspects négatifs. Et je crois qu'il est important de rappeler que quand on parle de biodiversité, nous sommes nous-mêmes, êtres humains, part intégrante de cette biodiversité. Donc aujourd'hui, le cadre mondial pour la préservation de cette biodiversité, il tend à quoi ? À permettre en fait de protéger notre santé, de protéger les espèces, mais par là même notre santé, notre relation à la nature, qui nous apporte beaucoup, qui permet aussi dans certains pays de lutter contre l'insécurité alimentaire et de préserver nos ressources telles l'eau, qui est importante pour la vie et surtout la nôtre aussi. Donc oui. Nous sommes au premier lieu concernés par cette biodiversité. Oui, il en va de l'engagement de tous. Merci infiniment Céline Caron d'avoir été avec nous depuis Montréal. Merci beaucoup, merci à vous. Dans le reste de l'actualité, vous l'avez sûrement suivi hier, la France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde de football au Qatar. Les Bleus se sont imposés 2-0 face à la valeureuse équipe du Maroc. Titulaire au coup d'envoi, le monégasque Youssouf Fofana aura grandement participé à la victoire des tricolores. Le titre se jouera ce dimanche face à l'Argentine. Défaite en revanche de la Roca Team en basket face à Barcelone, 63-69. Les joueurs d'Obradovic sont tombés sur un os catalan. Une rencontre très défensive, résumée par Yannick Debever sur des images d'Alexa Vial. Face à Barcelone, Monaco cherchait à rejoindre Fenerbahçe à la première position du classement. Dès les premières minutes, les supporters monégasques comprennent que ce ne sera pas si simple face à une équipe barcelonaise remarquablement bien en place défensivement. Monaco n'est pas en reste et parvient elle aussi à imposer un gros défi physique aux attaquants catalans. De cette bataille, il en résulte un petit score en première mi-temps, 29-34 en faveur des Barcelonais sur un dernier shoot au buzzer du bourreau de cette soirée, Nikola Mirotic, auteur de 15 points et 9 rebonds pour 22 d'évaluation.
Sur les 2 premiers cartons, on sentait la Roca Team être en apnée sur chaque possession, luttant pour mettre à mal des défenseurs barcelonais qui semblaient toujours avoir un coup d'avance. Les Catalans concrétisent leur domination au retour des vestiaires en passant à 14-2 fatal à Monaco. Mike James, bousculé depuis la première seconde, force pour tenter de ramener son équipe en vain. Les Roca Boys compteront jusqu'à 18 points de retard sur ce 3e quart remporté par Barcelone, 26-16. Monaco refera un petit peu de son retard dans les 10 dernières minutes sans parvenir à emballer la rencontre pour la terminer à leur avantage. Barcelone gère parfaitement le rythme pour finalement s'imposer 69-63 face à des Monégasques qui n'ont jamais su trouver la faille chez leur adversaire. We played on their rhythm. They were playing slow basketball. We kind of matched it, which is supposed to be opposite. You know, our strength is fast basketball, a lot of points. They managed to put us in the situation which is comfortable for them to play, and that did it to us. Avec cette défaite, la Roca Team voit Barcelone lui passer devant au classement à la faveur d'une meilleure différence de points. Monaco garde tout de même le 2e meilleur bilan de la Ligue après 13 matchs joués. Pas le temps de se morfondre, l'Alba Berlin arrive ce vendredi à Gaston-Médecin pour une nouvelle rencontre d'Euroleague. Un enchaînement loin d'être évident, surtout que les Allemands ont un style de jeu très rapide, bien différent de Barcelone. Les Monégasques doivent donc s'adapter très rapidement à leur nouvel adversaire qui viendra avec les Crocs, puisque Berlin est désormais sur une série de 10 défaites consécutives en Euroleague. Extremely more difficult game to play actually now mentally, you know, like you have to recover after this, physically too, and most probably the team, you know, who doesn't have nothing to lose, you know, like here we need, you know, like and must win, you know, like game. Let's see how we react, you know, like mentally. It's very demanding also, you know, like to play good now, you know, we need this one, you know, so. Monaco-Berlin, c'est donc ce vendredi à 21h à la salle Gaston-Médecin. Les Monégasques auront besoin des Roca fans pour se relever et rester dans le wagon de tête. Et cette rencontre sera bien évidemment à suivre en direct sur Monaco Info. Sport toujours, en cyclisme, une réception était organisée à la Société nautique de Monaco hier soir afin de saluer les derniers résultats de Victor Langelotti. Le coureur du team Burgos BH est devenu cette année le premier monégasque à décrocher un succès chez les professionnels. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. Tout commence en 2009. La Principauté accueille le départ du Tour de France et un jeune cycliste de 14 ans accompagne sur le podium protocolaire Alberto Contador et Lance Armstrong. Victor Langelotti vient d'attraper le virus du vélo. Le Monégasque fait ses classes à l'UC Monaco avant de passer professionnel en 2018 au sein du team Burgos BH. C'est toujours avec le maillot de l'équipe espagnole sur le dos qu'il brille en 2022. Victor devient le 13 août le premier Monégasque à décrocher une victoire chez les pros avec son succès sur une étape du Tour du Portugal. Il confirme ensuite sa bonne forme sur la Vuelta lors de la 5e étape, 3 cols franchis en tête, une 7e place à l'arrivée et le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules qu'il portera pendant 3 jours. Un maillot distinctif offert mercredi soir au Prince Albert II lors d'une réception à la Société nautique. Un grand plaisir, un grand honneur de remettre le maillot de meilleur grimpeur du Tour d'Espagne à Monseigneur. Et non, je suis très content de célébrer ça un peu ce soir. Et une immense joie et j'espère que ça va être une belle fête du cyclisme monégasque. Et ça revient sur une période un peu folle puisqu'on le rappelle, tu n'étais pas censé disputer ce Tour d'Espagne et au dernier moment tu y allais pour performer de façon incroyable. Oui c'est ça, la veille encore du départ, j'étais encore chez moi et j'ai sauté dans un avion la veille du départ. Et voilà, tout est allé très vite, je ne m'attendais pas du tout à courir et du coup j'ai vraiment vécu un rêve éveillé pendant tout le mois d'août. Et du coup c'était vraiment inimaginable et moi j'étais très heureux juste de prendre le départ. Et prendre le départ et en plus après prendre un maillot distinctif c'était inimaginable donc j'étais vraiment super content. Merci, ce cadeau. Porter un maillot distinctif sur un grand tour, un rêve devenu réalité. Et comme l'a souligné le Prince Albert II dans son discours, on souhaite à Victor la même réussite pour 2023 pour une saison sans chute.
Et nous lui souhaitons aussi la même chose. L'actualité en principauté, c'est également le challenge de tir Johan Gastaldi, un événement qui porte le nom du carabinier disparu le 14 décembre 2021. La première édition aura réuni 35 participants, 6 équipes, dont une particulière composée notamment de Mélanie Antoinette de Massy, d'Andrea et de Pierre Casiraghi et de Louis Ducruet. Vous le voyez sur ces images, la remise des prix s'est effectuée en présence du prince Albert II. La billetterie du Monaco e-Prix est ouverte. La 6e édition aura lieu le 6 mai 2023 et sera la 9e manche du championnat du monde. L'événement se déroulera sur une journée complète rythmée par des essais libres, les qualifications et la course. Rendez-vous sur le www.monaco-eprix.com pour réserver vos places. La Croix-Rouge monégasque célèbre les 40 ans de présidence du prince Albert II. Elle vous invite demain à partir de 13 h au chapiteau de Fontvieille pour découvrir ses actions à travers différents ateliers et rencontrer ses bénévoles qui se mobilisent tout au long de l'année. Nous l'aborderons justement demain avec Bettina Ragazzoni, la trésorière générale de la Croix-Rouge monégasque qui sera notre invitée dans notre JT. Et puis un mot sur ce renouvellement de partenariat entre le CSM Indo-Suez Wealth Management et l'Institut Océanographique. Les deux entités se sont réengagées ensemble pour une durée de 3 ans et réaffirment ainsi leur ambition commune, celle d'un avenir plus durable pour la planète et l'océan. Être fou amoureux, aimer à la folie, être folle de quelqu'un. La vision de l'amour fou peut se définir de multiples façons selon les approches. Ce vaste thème était au cœur de l'atelier des rencontres philosophiques de Monaco ce soir. Plusieurs intervenants ont partagé leur point de vue et leur analyse au théâtre Princesse Grasse, dont l'écrivain et psychanalyste Sarah Chiche qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonjour. Ce thème de l'amour fou, comment pourrions-nous le définir? Est-ce qu'il est réellement définissable? Oh, je crois que justement, ce qui qualifie l'amour, c'est qu'il y a un moment où, même si on en a une représentation, même si intuitivement on voit bien de quoi il s'agit, les mots manquent pour dire de quoi il s'agit au fond. Est-ce qu'il pourrait être synonyme de la passion ? En effet, il y a une démesure dans cette modalité de l'amour. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui excède le normal, qui excède ce qui est communément admis par les lois sociales. Et c'est à partir de là que ça peut devenir justement très intéressant, aussi bien pour nos vies que comme objet de création. Mais folie et amour font bon ménage ? Ah non, pas toujours. Disons que l'amour... Est-ce que... Au fond, on peut se demander si l'amour fou n'est pas la maladie, la seule maladie dont on souhaiterait ne pas guérir. Il y a bien des maladies dont on souhaite guérir. La maladie d'amour, parfois, voilà, le chagrin vient à partir du moment où on en guérit, à partir du moment où on en sort. Est-ce qu'il y a un amour qui, par définition, n'est pas démesuré? Est-ce qu'il y a un amour qui, par définition, n'est pas excessif? C'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, il est vrai que certaines modalités de l'amour, pour le coup, vont vraiment du côté du pathologique. Par exemple, l'érotomanie, où on a la conviction délirante qu'on est aimé de quelqu'un, alors qu'on n'a jamais rencontré cette personne. Oui, l'amour peut rendre véritablement malade, et à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose. Oui, il peut avoir des conséquences désastreuses si l'on reprend l'histoire de Roméo et Juliette, par exemple. Oui, voilà, c'est-à-dire que alors les histoires d'amour finissent mal en général, dit la chanson. Il y a toute une tradition littéraire, vous mentionnez Roméo et Juliette, mais on peut aussi penser à Tristan et Iseult, à Anna Karénine, à Emma Bovary, à Belle du Seigneur, que nous montrent ces œuvres que par nature, cet amour-là, passionnel, sous sa pointe la plus extrême, ne peut que finir de façon fatale. Et l'amour est souvent au cœur de vos ouvrages. Est-ce que la littérature, la philosophie est assez puissante pour faire ressentir cet amour fou ? Disons que les mots que nous offre la philosophie ou la littérature nous permettent de tourner au bord de ce qu'est cet amour comme élévation, comme grâce et aussi comme damnation. Mais il est certain que si l'on tourne autour, on n'est jamais totalement apte à nommer l'ampleur de cette dévastation et de cette grâce. Sarah Chiche, vous intervenez donc lors des rencontres philosophiques. Quel regard portez-vous sur cet événement et sur l'impulsion que Monaco veut donner à la philosophie, ce goût de philosopher ?
Bien, je trouve ça extraordinaire et formidable que Monaco permette à des artistes, à des écrivains, à des penseurs de pouvoir se rencontrer autour de thématiques qui nous donnent à penser, qui nous donnent à réfléchir. Et c'est quelque chose de très stimulant intellectuellement, de très vivant. Alors il paraît que beaucoup de monde a hâte de cette rencontre et j'en suis très heureuse. Je crois que par définition, c'est une thématique que celle de l'amour qui prompte à réchauffer les cœurs et on en a bien besoin. Oui, effectivement, on en a bien besoin. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info, Sarah Chiche. Merci à vous. Intéressons-nous à présent à la programmation du Monaco Dance Forum et à la représentation d'Igra hier soir, un spectacle qui fait écho à la pièce Jeu de Nijinsky. Plus de détails dans ce reportage de José Sacré. Salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum, mercredi 14 décembre, troisième spectacle du Monaco Dance Forum, un ballet intitulé Igra, présenté par la compagnie Corsia de Mattia Russo e Antonio De Rosa. La compagnia è spagnola, noi come coreografi e direttori siamo italiani, ma la compagnia è basata a Madrid, quindi è spagnola a tutti gli effetti. Diciamo che italo-spagnola. Igra in russo significa gioco, jeu, ed è ispirato a uno dei balletti poco conosciuti di Nijinsky e in questo caso anche a sua sorella Nijinská. Ci sembrava molto interessante portare in scena uno spettacolo che rappresentasse un po' i fratelli Nijinsky e l'epoca in cui hanno vissuto loro, no? E un po' continuare quello che magari avrebbero voluto dire loro, in altre parole. Par sa puissance visuelle, ses choix musicaux et scéniques, la compagnie madrilène Corsia s'affirme aujourd'hui comme l'une des plus innovantes de la scène contemporaine. Et la dernière date du Monaco Dance Forum mettra en lumière la compagnie La Véronale, qui avait déjà connu un large succès en 2014 en Principauté. Elle viendra présenter Sonoma demain au Grimaldi Forum. Nous évoquions hier avec Guillaume de Sardes la dernière exposition du nouveau Musée national de Monaco consacré à l'artiste turc Ali Kazma. L'événement a été inauguré ce matin à la Villa Sobert par son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Une exposition qui mêle à la fois des photos et des vidéos et qui entre dans le cadre du programme Winter Video Days à découvrir jusqu'au 15 janvier 2023. Elle a été prolongée jusqu'au 2 février. L'exposition Blitz Origine joue les prolongations jusqu'au 2 février à la bibliothèque Louis Nucera à Nice. Et une bonne nouvelle ne venant jamais seule, la maison d'édition de Blitz, Iwa, a signé un accord avec le distributeur Editis Interforum, un acteur majeur de la diffusion et de la distribution qui va permettre à Blitz de toucher encore plus de lecteurs. Jetons un coup d'œil à vos prévisions météo avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia, après les averses du jour, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, la réponse est oui, il y aura de l'amélioration pour ce vendredi 16 décembre. La pluie va s'arrêter et laissera même sa place à de belles éclaircies. Les températures seront comprises entre 10 et 13 degrés. Il fera nuit à 16h55 et demain sera la Sainte-Alice. Merci Julia. Ouvrons, si vous le voulez bien, une toute nouvelle rubrique qui lance notre compte à rebours jusqu'aux fêtes de fin d'année. Chaque soir, une personnalité nous livrera le moment qui l'a le plus marqué en 2022. Et ce soir, c'est le co-capitaine de l'AS Monaco Basket qui inaugure ce nouveau rendez-vous. Quel événement a retenu Yacouba Ouattara cette année ? Bien, je vous propose de l'écouter. Alors l'événement qui m'a le plus marqué en 2022, c'est le match 5 face à Olympiakos dans leur salle, où il y a eu une ambiance vraiment folle et où on passe à 2 minutes de la qualification au Final Four Euroleague. Oui, une chaude ambiance au stade de la paix et de l'amitié. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec les photos de Michael Alesi qui revient ce soir sur la restauration de 2 œuvres emblématiques de la Principauté. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de demain. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.